Salut à tous, aujourd'hui on va essayer de déterminer quelle équipe de Première Ligue a le plus marqué la dernière décennie. Au menu, une lutte entre trois clubs, Chelsea, Liverpool et Manchester City. Ces trois équipes ont tour à tour dominé le championnat anglais durant cette décennie. Mais on ne va pas parler que du pan national, nous allons également parler du pan européen, de l'héritage, etc. Nous allons essayer de comparer ces équipes de façon très globale pour couronner l'équipe anglaise de la décennie. Alors c'est parti parce qu'on a beaucoup de boulot. Premier élément très basique pour comparer ces trois clubs, le palmarès, alors on va faire des listes. Commençons par Chelsea. Alors Chelsea sur cette décennie, c'est 3 premières ligues en 2010, 2015, 2017. Vice-champion en 2011 et 3ème en 2013, 2014 et 2019. 3 FA Cup en 2010, 2012 et 2018, finaliste en 2017 et 2020. Une Carabao Cup en 2015 et une finale en 2019. 5 finales perdues de Community Shield, 3 titres européens avec 2 Ligues Europa en 2013 et en 2019 et évidemment une Ligue des Champions en 2012. Il y a 3 défaites en finale de Super Coupe d'Europe et une défaite en finale de Coupe du Monde des clubs. Du côté de Liverpool, ils sont champions en 2020, vice-champions en 2014 et 2019, aucune 3ème place. Finaliste de la FA Cup en 2012, ils remportent une Carabao Cup en 2012 et ils perdent en finale en 2016. Une glissade de Gerrard et une Ligue des Champions en 2019. Une finale perdue en 2018 et ils sont finalistes de la Ligue Europa en 2016 et ils gagnent la Coupe du Monde des clubs en 2019. Manchester City, de leur côté, ont remporté le championnat en 2012, 2014, 2018 et 2019. C'est la seule équipe de la décennie à avoir fait le back-to-back. Ils sont 2e en 2013, en 2015 et en 2020, 3e en 2011 et en 2017. Sur la décennie, ils ont été 9 fois sur le podium, sur 11, 7 pour Chelsea, 3 pour Liverpool. Ils ont gagné 2 FA Cup en 2011 et 2019, finalistes en 2013, 5 Carabao Cup en 2014, 2016, 2018, 2019, 2020. Ils gagnent le Community Shield en 2012, 2018, 2019 et ils sont finalistes en 2011 et 2014. Et c'est tout, parce que pour gagner des League Cup et des Community Shield, il y a du monde, mais quand il faut éliminer Lyon, Tottenham ou Monaco, il n'y a plus grand monde, n'est-ce pas ? Sur le plan du palmarès, c'est clairement Liverpool qui finit en dernière place, parce qu'avant 2018, il n'y a pas grand-chose. Sur le plan national, c'est clairement Manchester City qui l'emporte, avec 14 titres nationaux glanés sur la décennie, soit le double de Chelsea, et 7 fois plus de titres que Liverpool. Et au-delà de ça, il y a une impression de domination, avec des podiums quand City n'est pas champion, et des finales de coupe quand il ne les gagne pas. Mais sur un plan global, de façon objective, j'aurais tendance à dire que Chelsea est l'équipe avec le plus beau palmarès anglais de la décennie grâce à ses 3 Coupes d'Europe. J'estime qu'une Ligue des Champions et que 2 Ligues Europa valent plus que 3 Community Shield et 4 Carabao Cup. En termes de palmarès, je place Chelsea en premier, devant City et bien loin derrière Liverpool. Aucune équipe n'est marquante sans joueur marquant. Alors revenons un peu sur les grands joueurs de ces 3 clubs, sur leur palmarès individuel ainsi que sur la marque qu'ils laissent et laisseront dans le monde du football. Commençons par les Blues qui ont été marquants. Cech. Alors Cech, c'est 274 matchs avec Chelsea sur la décennie. Meilleur gardien de Première Ligue en 2010, 2014 et 2015, meilleur joueur de Chelsea en 2011 et membre de l'équipe type de la Première Ligue en 2014. Bon, Cech, on va pas le présenter, c'est l'un des plus grands gardiens de l'histoire et c'est peut-être le meilleur gardien de l'histoire de la Première Ligue. Terry, c'est tout de même 311 matchs avec Chelsea durant la décennie. Aucune saison de Première Ligue sans marquer. Un capitaine exemplaire sur le terrain et il fait partie de l'équipe type de la Première Ligue en 2015. C'est pas du tout sa décennie la plus marquante, mais on s'en souviendra encore longtemps. Il rejoint Cech dans une possible équipe type de tous les temps de la Première Ligue. Lampard, autre vieux briscard de Chelsea, il s'en sortait mieux joueur qu'il ne s'en sort en tant qu'entraîneur, n'est-ce pas ? Il finit la saison 2009-2010 avec 22 buts et 14 passes décisives en Première Ligue. Il a été décisif 124 fois en 222 matchs avec Chelsea sur la décennie. Il est le meilleur buteur de l'histoire de Chelsea, il est meilleur buteur de Chelsea en 2012 et le meilleur passeur de Première Ligue en 2010. C'est un joueur qui savait tout simplement tout faire et il rejoint également Cech et Terry dans une possible équipe de tous les temps de Première Ligue. Drogba, il ne fait que 4 saisons avec Chelsea sur la décennie, mais il claque 29 buts lors de la saison 2009-2010
Et atteindre les 30 buts à cette époque, c'était rare. Évidemment, les parcours européens de 2012, où sur les demi-finales et la finale, il est ultra marquant sur ces matchs. Il est élu en 2015 meilleur joueur de l'histoire de Chelsea par 22 000 supporters. Et il est dans l'équipe de Première Ligue de 2010 et celle de Ligue des Champions de 2012. Juan Mata. Alors l'histoire entre Mata et Chelsea a été très courte mais très intense. 2 saisons avant que Mourinho arrive où il claque 32 buts et 49 passes décisives en 118 matchs. C'est gros artisan des 2 titres européens de Chelsea et un joueur au talent exceptionnel qui malheureusement a vu le mauvais entraîneur arriver à ce moment-là. Il finit ses 2 saisons avec le titre de meilleur joueur de l'année de Chelsea, meilleur passeur de Première Ligue en 2013 et membre de l'équipe type de Première Ligue. Azpilicueta, bon, on va passer rapidement sur lui, il est surtout marquant pour sa longévité, 400 matchs avec Chelsea depuis 2012, joueur aujourd'hui fini mais important dans l'histoire de Chelsea. Hazard, alors Eden, lui aussi il est prétendant dans l'équipe de Première Ligue de l'histoire. Il a porté Chelsea sur ses épaules pendant 7 ans, 110 buts et 90 passes décisives en 350 matchs. Pour moi, c'est peut-être le meilleur joueur de l'histoire de Chelsea. Par rapport à ce qu'il a réussi à produire dans les équipes qu'il avait, c'était plutôt exceptionnel. C'était vraiment un crack absolu. Je pense qu'il est vraiment très sous-coté et les gens ne mesurent pas à quel point Hazard à Chelsea était un joueur exceptionnel. Peut-être le 2e meilleur joueur du monde pendant ses dernières saisons à Chelsea. Meilleur passeur de Première Ligue en 2013 et 2019, 4 fois joueur Chelsea de l'année, inclus 2 fois dans le 11 de l'année FIFA, 2 fois meilleur joueur de Première Ligue, une fois lauréat du meilleur jeune joueur de Première Ligue. Enfin bref, Hazard pour ma part c'est le joueur de la décennie en Angleterre sans aucun débat. Alors Cesc Fabregas a été un joueur très important de Chelsea et a notamment délivré 45 passes décisives sur ses 3 premières saisons avec Chelsea. Son poste et son éclosion au très haut niveau à un si jeune âge a certainement eu raison de lui et c'est ce qui a provoqué sa fin de carrière très prématurée et qui est très vite intervenu et qui a fait passer Cesc d'un titulaire indiscutable à Chelsea à un remplaçant à Monaco en 2 saisons et il finit meilleur passeur de Première Ligue en 2015. Kanté, évidemment, Kanté marquant parce qu'il débarque de nulle part. Personnellement, je le connaissais même pas avant son faux départ à Marseille. Et en 2 ans, il est passé d'un joueur inconnu à une référence mondiale à son poste. Il est élu joueur de l'année de Chelsea en 2016, joueur de la saison de Première Ligue en 2017, membre du 11 FIFA en 2018 et 2 fois top 11 au Ballon d'Or. Parlons maintenant des Reds qui ont été marquants. Donc évidemment Gérrard, Captain Steve, comme Lampard ou Terry, c'est pas la décennie où il a été le plus marquant, mais c'est un énorme joueur, très complet, très décisif aussi. Et il ne lui manque qu'un titre de Première Ligue pour que l'histoire soit parfaite, c'est très dommage. En vrai c'est très dommage pour lui. Et il finit meilleur passeur de Première Ligue en 2014 et l'équipe de l'année de 2014. Suarez, c'est un peu comme Mata, l'histoire aurait été courte mais très intense. J'ai rarement vu un joueur marcher sur la Première Ligue aussi fortement qu'il l'a fait en 2014. 31 buts et 12 passes décisives en 33 matchs, le plus beau quadruplé de l'histoire. Quel joueur c'était à cette époque, je le mets 2e joueur le plus marquant de la Première Ligue de la décennie, alors qu'il n'y a joué que 3 ans et demi. Un palmarès individuel long comme le bras, meilleur buteur, meilleur joueur de l'année, équipe de l'année, etc. Il les a tous fait de toute façon. Henderson, un peu à l'image d'Azpilicueta, il faut le mentionner pour sa longévité. Loin d'être un joueur exceptionnel, il a néanmoins quand même progressé sous Klopp, mais peut-être pas au point d'être élu joueur de l'année de Première Ligue. Mais il l'a été, donc voilà. 380 matchs chez les Reds sur la décennie, capitaine de Liverpool, ça reste un bon joueur de club. Sterling, le seul joueur présent 2 fois dans cette liste, donc il y a le Sterling version Liverpool, c'était quelque chose, c'était un crack virevoltant qui savait tout faire, on en parlera plus à City, mais sa période Liverpool était une belle période pour lui. À l'époque c'était vraiment un joueur libre qui laissait exprimer sa créativité, son explosivité, et il est élu Golden Boy en 2014. Coutinho à Liverpool, j'ai du mal, Coutinho tout court, c'est un joueur que j'ai jamais porté dans mon cœur, pour moi un joueur très surcoté, mais capable de sortir des dribbles et surtout des frappes qui sortent de nulle part. Évidemment un transfert rancobolesque de Liverpool au Barça, qui a d'ailleurs fait beaucoup plus de bien que de mal à Liverpool, il faut le dire, et il est dans l'équipe type de Première Ligue en 2015. Alors je mets Trent, Alexander-Arnold et Robertson ensemble, tout simplement parce qu'ils ont marqué le monde ensemble, des records par-ci par-là, des passes décisives à tout va, un duo bien plus doué offensivement que défensivement. Et on ne peut pas parler de joueurs marquants de Liverpool de la décennie sans les mentionner. Ils ont amené un truc au poste de latéral. Firmino c'est le premier joueur du trio magique de Liverpool. Et oui, les 3 seront dedans évidemment. Très important pour Liverpool et Klopp, son rôle de buteur impliqué dans le jeu. Et non, ce n'est pas un faux neuf, c'est bien un vrai neuf, Firmino.
c'est pas parce qu'il fait des passes et qu'il participe au jeu que ce n'est pas un vrai neuf. Et il a permis à Salah et Mané d'avoir les carrières qu'ils ont à Liverpool, certainement. Il a des défauts, dont sa finition qui laisse à désirer. Mané, c'est le deuxième membre du trio magique de Liverpool, super joueur, mon joueur préféré des trois, ailier virevoltant qui sait tout faire, déjà 90 buts à Liverpool en 4 saisons et demie. Il a fait partie de l'équipe type de la Première Ligue et de l'UEFA. Salah, le dernier joueur des trois et le plus marquant, 110 buts en 3 saisons et demie, 32 buts en Première Ligue sur sa première saison, soit le meilleur total pour un joueur sur une saison de Première Ligue. Des records à Liverpool à tout va, palmarès individuel affolant, une vitesse folle, une qualité de finition incroyable, des défauts aussi, notamment sur le point de vue de l'intelligence de jeu, mais ça reste quand même un joueur exceptionnel. Van Dijk, c'est le joueur que j'estime être le plus important du Liverpool de Klopp. Il a stabilisé tout seul la défense des Reds. À l'image d'un Suarez, j'ai rarement vu un joueur autant dominer son poste en Première Ligue sur ses 2 premières saisons et demie à Liverpool, avant sa blessure. Il s'est imposé comme l'un des meilleurs défenseurs du monde et a également un énorme palmarès individuel depuis son arrivée à Liverpool. Alors meilleur joueur d'Europe, meilleur défenseur de l'année, mais dans toutes les équipes types possibles et inimaginables du monde entier, joueur de l'année de Première Ligue, enfin bref, un joueur des plus exceptionnels. Et à noter qu'avant Liverpool, il a failli finir à Chelsea et à Manchester City, et je pense qu'il s'il avait rejoint une de ces 2 autres équipes, cette vidéo opposerait juste Chelsea et City et Liverpool ne serait même pas dans les débats, c'est mon avis. Et oui, allez, on finit par les Sky Blues qui ont été marquants. Donc bien sûr Kompany, énorme défenseur, malheureusement miné par les blessures. Il aura beaucoup manqué à Manchester City entre 2015 et 2019, je le mets, mais il aurait pu être un joueur beaucoup plus important sans ses blessures. Il finit néanmoins plusieurs fois dans l'équipe type de l'année de Première Ligue. Alors Touré, Yaya Touré, quel joueur! Le box-to-box parfait, il savait tout faire, défendre, passer, marquer, dribbler, dominer, dicter le tempo. C'était un joueur prototype. Il est le seul milieu de terrain avec Frank Lampard d'avoir atteint les 20 buts. Il est également plusieurs fois dans l'équipe type de l'année de Première Ligue. David Silva, le joueur un peu de l'ombre, 436 matchs avec City sur la décennie, toujours décisif entre 10 et 20 fois par saison. C'est un joueur magicien, une conduite de balle exceptionnelle, le ballon lui collé au pied, une vision de jeu, une intelligence de jeu bien au-dessus de la moyenne. David Silva, c'est un joueur que j'admire et que je trouve très très fort et très sous-coté, on en parle très peu. C'est le joueur parfait pour des compilations YouTube, c'est tout ce qu'il fait, c'était d'une douceur, mais malheureusement un joueur dont on ne parle pas assez, et à l'image de son palmarès individuel qui est presque inexistant. Agüero, lui aussi, un joueur incroyable, 256 buts sous les couleurs de Manchester City. Chaque saison, il a un ratio de buts par minute incroyable. Il a fini meilleur buteur de Première Ligue, plusieurs fois équipe type de la saison, meilleur buteur étranger de l'histoire de la Première Ligue, meilleur buteur de l'histoire de City, meilleur buteur de l'histoire contre le top 6 anglais, et surtout c'est lui qui marque le but du titre à la 92e minute, et ça c'est vraiment très marquant. Fernandinho, autre joueur très important de City et surtout du City de Guardiola, c'est un joueur ultra complet, un joueur plus créatif et offensif au Shakhtar qui a reculé à City, est devenu un 6 complet, capable de défendre et de dicter le jeu. Il a même évolué en défense centrale depuis 2 saisons, 330 matchs à City tout de même. Il a intégré l'équipe type de Première Ligue en 2019. De Bruyne, le 3e joueur le plus marquant de la décennie pour moi à mes yeux. Ça se tape avec Suarez, c'est juste Suarez, sa saison était tellement extraordinaire que je le mets 2e pour une seule saison, mais De Bruyne, c'est un truc de malade mental aussi. Il a fait plus de 3 saisons à 15 passes décisives en Première Ligue, il est très bien parti pour en faire une 4e d'ailleurs. Ce joueur sait tout faire, c'est le milieu ultime, il a une intelligence de jeu hors planète Terre. Il pourrait jouer à tous les postes du terrain pour moi. Il a déjà occupé tous les postes du milieu et de l'attaque, hormis 6 tout seul. Il pourrait le faire, c'est évident. Rien qu'avec sa qualité de centre, il serait un meilleur latéral que 80% des latéraux des 5 grands championnats. Il est tellement fort que le voir évoluer en centrale dans une équipe protagoniste, ça ferait même peut-être pas si tâche que ça quand on voit le niveau de certains défenseurs centraux. Enfin bref, De Bruyne, de toute façon il n'est pas à présenter, c'est un joueur incroyable au palmarès individuel. J'ai même pas envie de l'énumérer tellement il est long, vous le voyez de toute façon. Ah là là. Sterling, après 2 saisons en demi-teinte à City, Sterling s'est transformé en monstre offensif. Les 3 dernières saisons, il claque plus de 20 buts par saison et même plus de 30 la saison dernière. Malheureusement, faut le dire, c'est au détriment de son jeu. Bien moins expressif, il s'est mué en ailier buteur et on ne le voit plus dribbler dans tous les centres. Être ce joueur de foot un peu libre et foufou. Il est aussi maintenant beaucoup catégorisé comme un tap-in merchant, oui l'accent, ce qui est un peu le cas, mais c'est un très gros joueur qui sait faire bien plus que marquer des tap-in. Bon, par contre,
Parlons de son titre de jeune joueur de la saison de Première Ligue en 2019 alors qu'il avait 24 ans, 24-25 ans, faut arrêter les conneries. Et il a fini joueur de la saison de Première Ligue en 2018-2019. Également, alors Walker Laporte, j'ai décidé de mettre ces deux joueurs-là ensemble parce qu'il est vrai que sur la décennie, Manchester a beaucoup investi sur les défenseurs, qu'ils soient centraux ou latéraux. Ce sont les seuls qui ont vraiment apporté une vraie satisfaction globale sur ceux qui sont arrivés cette décennie pour moi. En tout cas ceux qui ont apporté la plus grosse satisfaction. Tous les autres ont eu des gros passages à vide. Stones, même si actuellement c'est très propre, bon, il a eu des très gros passages à vide. Otamendi c'est pareil, Mendy on n'en parle pas, Cancelo a eu du mal à débuter, enfin voilà. Laporte et Walker sont les seuls qui ont vraiment réussi à convaincre, plus ou moins tout au long terme. Walker aussi a eu des passages un peu à vide, mais ça n'a pas duré très longtemps et il est toujours titulaire indiscutable de ce que je vois. Donc Walker a fini dans l'équipe type de Première Ligue de 2017 et 2018 et Laporte celle de 2019. Bon, au final, en termes de joueurs marquants, c'est difficile de déterminer quelle équipe a eu les joueurs les plus marquants. Le début de décennie est plutôt Chelsea, la fin est totalement Liverpool. J'aurais bien dit Chelsea pour hasard et le début de décennie, mais depuis quelques saisons à part Kanté c'est compliqué. Je suis certainement influencé aussi par le spectre du supporterisme. Alors globalement je dirais Liverpool et Chelsea qui ont dominé ce pan-là et Manchester City un petit peu derrière de très peu. Mais ce constat est totalement subjectif. Peut-être que dans 10 ans avec le recul sur les joueurs de Liverpool et ceux de City, je me dirais quand même que les joueurs de City c'était beaucoup plus important que ceux de Liverpool. Et voilà, à l'instant X, je dis ça et ça se joue à très peu. Alors le jeu, quelle équipe a le plus marqué par son jeu ? Bien sûr, sur une décennie, les clubs ont connu plusieurs entraîneurs, plusieurs styles, et certains beaucoup plus attrayants que d'autres. Alors non, ici, nous ne parlons pas de Mancini, de Gus Hiddink ou de Kenny Dalglish. Je vais revenir sur un entraîneur pour chaque club, sans trop de surprise. Nous allons parler de Guardiola City et de Klopp pour Liverpool. Pour Chelsea, j'ai hésité, mais je vais parler de Conte. Alors le City de Guardiola, c'est une équipe de Guardiola, tout simplement, mais qui s'adapte de plus en plus aux autres équipes, qui le fait parfois même trop. Alors Guardiola, c'est l'occupation de tous les espaces du terrain, un pressing fort, une construction qui commence par derrière, des positionnements de joueurs sur les phases offensives qui sortent de l'ordinaire, des latéraux intérieurs, voire des latéraux qui se transforment en milieu de terrain. Mais Guardiola aujourd'hui, c'est aussi une équipe qui évolue. Son équipe n'est plus qu'un 4-3-3, elle a évolué beaucoup en 4-2-3-1 et dans des dispositifs avec 3 défenseurs centraux. Son équipe ne monopolise pas forcément le ballon, comme son Bayern ou son Barça le faisait. Par exemple, plusieurs fois, Chelsea a eu la possession à son avantage contre City lors de leur confrontation. Et l'équipe peut aussi évoluer avec des blocs beaucoup plus bas qu'avant. Donc, hormis ce début de saison où c'était un peu plus compliqué, le City de Guardiola a toujours été agréable à voir. Ça, il n'y a pas de doute, c'est une équipe toujours surprenante et capable de mettre des valises à n'importe qui, surtout à Chelsea. On pourra néanmoins nuancer avec ses parcours en Ligue des Champions. C'est pas normal pour une équipe comme ça de ne pas avoir atteint les demi-finales de Ligue des Champions avec Guardiola. Surtout que City se fait toujours éliminer par plus faible que lui sur le papier. Hormis le quart contre Liverpool, se faire éliminer contre Monaco, Tottenham et Lyon, c'est inacceptable pour un club de cette stature. Le match contre l'OL est le symbole d'une possible suradaptation vis-à-vis de ses adversaires. City arrive avec un système à 3 défenseurs face à l'ogre lyonnais en laissant des David Silva, Riyad Mahrez ou Bernardo Silva sur le banc pour au final se prendre 3 buts et connaître un échec retentissant. Le Liverpool de Klopp. Bon là, on atteint un point où un entraîneur a trouvé les joueurs parfaits pour insuffler un style qu'il voulait. Le Liverpool de Klopp, c'est une machine à gagner. D'abord son fameux contre-pressing, dès la perte du ball, le bloc équipe lance un pressing de très haute intensité pour récupérer le ballon le plus proche possible des buts de l'adversaire pour aller le récupérer et se procurer une occasion rapidement dès la récupération du ballon. Un point d'appui comme Firmino est un joueur parfait pour exploiter les caractéristiques de Mané et de Salah, qui prennent beaucoup la profondeur. L'apport offensif des latéraux qui ont des qualités de centre exceptionnelles et qui permettent de pouvoir varier le jeu et amener une vraie arme et non pas un choix par défaut. Le jeu long de Virgil van Dijk est très précis et va permettre également de disposer de munitions venant de derrière. Liverpool est une équipe très plaisante, pouvant attaquer de partout et de beaucoup de façons différentes. Défensivement très solide, leur pressing va empêcher beaucoup d'équipes adverses de développer leur jeu et Liverpool possède également toutes les armes pour être efficace face à des blocs bas. Le Chelsea de Conte. Donc j'ai décidé de parler du Chelsea de Conte et non pas celui de Mourinho ou n'importe qui d'autre, parce que ce Chelsea est celui qui a le plus dénoté avec les autres Chelsea et avec les autres équipes de Première Ligue.
Sa défense à 3, Kyle, Azpilicueta et David Luiz, le relançant de l'équipe, et des pistons très offensifs, Kanté au four et au moulin à tout faire, un partenaire Matic ou Cesc qui s'occupait plus d'organiser le jeu en retrait, avec un trio Hazard, Costa, Pedro, des ailiers dribbleurs intelligents capables de plonger en profondeur, un Costa pivot et également renard des surfaces, des matchs contrôlés de bout en bout, un record de victoire d'affilée à l'époque, un jeu rodé fidèle à ce que s'est proposé Conte. Et malheureusement ça n'a duré qu'un an, mais une année très réussie. Chelsea a fini champion avec 93 points, avec un effectif très moyen, faut le dire, hein. Quand t'as des joueurs titulaires comme Kyle, Alonso, Pedro, Azpilicueta, Moses, c'est pas non plus le 11 du siècle, sachant qu'ils avaient également fini 10ème la saison d'avant. Mais dès la saison suivante, après un mercato où Chelsea a été très actif, tout s'est effondré et les relations de Conte avec le board se sont détériorées. En plus, Conte a ramené des joueurs qui sont maintenant indésirables à des prix très fidèles à Conte. On peut noter que le dispositif à 3 défenseurs ont été utilisés par presque toutes les équipes de Première Ligue une fois que Conte était passé. Ce passage aurait été court mais aura laissé un énorme héritage sur le football anglais, mais sur du plutôt court terme, hein. Aujourd'hui, bien sûr, il y a des équipes qui évoluent à 3 défenseurs, Fulham et Sheffield par exemple, mais à l'époque, tout le monde avait son 3-4-3, son 3-5-2. C'était plutôt fou de voir ça. Enfin bref, sur ce point, encore une fois, c'est compliqué. Quand Conte, Klopp et Guardiola ont récupéré leur équipe, les 3 avaient des effectifs moyens, mais il faut admettre que celui de Liverpool avait vraiment un train de retard en plus. Klopp a su faire gagner une première ligue à Liverpool, et mine de rien, c'est exceptionnel tant il y avait une aura de malchance autour de cette équipe. De son côté, le City de Guardiola est peut-être l'équipe qui a eu les pics de jeu les plus hauts, mais qui a aussi énormément investi, hein, faut le dire. Les 3 clubs ont énormément investi, mais City a vraiment, sous Guardiola, beaucoup investi, faut le dire, et n'a pas forcément été tout le temps très régulier, surtout, encore une fois, en Coupe d'Europe. Le Chelsea de Conte a été super efficace pendant un an et pendant une autre année, capable de sortir des prestations incroyables comme face à l'Atlético ou le Barça en Ligue des Champions, mais des matchs tout autant indigestes, tandis que le Liverpool de Klopp a été plus régulier, et dès qu'il a eu des joueurs à la hauteur de ses ambitions, Klopp a transformé son équipe en machine de guerre ultra régulière. Je mettrai donc Liverpool en premier, City en deuxième et Chelsea derrière. Les parcours européens. Alors rapidement apporté dans le palmarès, on va essayer de se pencher un peu plus sur les parcours européens de chaque équipe. Mais les parcours de City sont très décevants. Une seule demi-finale de Ligue des Champions, avec une élimination face au Real. Mais à part ça, le début de décennie voit le club échouer en Europa League face au Dynamo Kiev et au Sporting. La saison d'après, ils finissent dernier de leur poule de Ligue des Champions dans le groupe de la mort. 8ème de finale face au Barça la saison d'après. Puis arrivent les parcours de Guardiola, que j'ai déjà décrit plus haut. Donc faut le dire, la décennie de City sur le plan européen, ça a été catastrophique. La décennie de Liverpool commence aussi difficilement, éliminé par Braga en Ligue Europa en 8ème, par le Zénith en 16ème 2 ans après. 2 ans après toujours, ils sont sortis de poule de Ligue des Champions et sont défaits par le Beşiktaş en Europa League, et le club se réveille au milieu de la décennie et atteint la finale de la Ligue Europa en 2016. La finale de Ligue des Champions en 2018 et une victoire de Ligue des Champions en 2019. Et il y a l'élimination face à l'Atlético l'année dernière. Les autres années, Liverpool ne participait pas aux Coupes d'Europe tout simplement. Chelsea, eux, ont commencé avec une élimination en quart de Ligue des Champions. Ils enchaînent avec un doublé Ligue des Champions, Ligue Europa, ensuite une demi perdue contre l'Atlético, puis 2 éliminations en 8ème contre le PSG, et ensuite 2 autres en 8ème contre le Barça et le Bayern, interrompues par une victoire en Ligue Europa en 2019. Donc Chelsea, de très loin, remporte ce pan du palmarès européen avec 3 victoires, aucune élimination en groupe, une seule saison sans Coupe d'Europe, et malgré plusieurs saisons sans Coupe d'Europe, je mets Liverpool deuxième parce qu'évidemment ils ont une Ligue des Champions et une finale de chaque coupe perdue, et en dernier donc Manchester City. Quels souvenirs vont laisser ces 3 équipes ? Quelle équipe va le plus influencer le reste de l'Angleterre et du monde ? C'est ce qu'on va essayer de déterminer. Liverpool est clairement en avance sur son temps dans plein de compartiments, que ce soit sportivement et dans la direction. Le projet est ultra sérieux, on sait que Liverpool travaille avec énormément de data. Leur recrutement est donc très ciblé et spécialisé, et globalement les recrues de Liverpool sont des réussites. On peut encore prendre l'exemple de Jota qui cartonne cette saison alors que la concurrence à son poste est très élevée. Le style du contre-pressing commence aussi à se développer un peu partout, évidemment en Allemagne avec l'école Red Bull. Donc Klopp a démocratisé, alors évidemment il ne l'a pas inventé, mais il a vraiment, avec son Dortmund et son Liverpool, démocratisé ce contre-pressing. Il résonne aussi comme une façon de défendre très moderne que beaucoup de coachs aiment adopter, donc ce contre-pressing. En plus de ça, Liverpool et Klopp savent être patients. Le projet a mis du temps à se mettre en place et le club a maintenu sa confiance en Klopp malgré plusieurs échecs au début de son mandat. Et de la même manière, le coach allemand a confiance en ses joueurs, et certains mettent du temps à s'imposer comme Fabinho et Keita, mais ce sont des joueurs qui
qui ne sont jamais mis de côté et qui aujourd'hui font les beaux jours de Liverpool, alors que dans d'autres clubs, après une première saison ratée, ils auraient pu être vendus, prêtés ou juste mis de côté. On se souviendra pendant des années de ce Liverpool, j'en suis sûr. Déjà, comment justifier qu'une équipe fasse 97 points de première ligue et finisse pas champion? C'est n'importe quoi. De son côté, Guardiola a repris ses principes de jeu en les faisant évoluer. Alors je pense qu'on se souviendra longuement de son Manchester City aussi. Déjà, ils ont fait un back-to-back dans les années 10 qui n'est vraiment pas donné au vu de la concurrence du championnat. Guardiola a atteint les 100 points avec son Manchester City, donc c'était une première en première ligue. Et ça aussi, c'est un gros exploit d'avoir 100 points en première ligue. Donc même Liverpool l'année dernière ne l'a pas fait au final. Ils ont enchaîné 18 victoires d'affilée en première ligue en 2017-2018, record qu'égalisera Liverpool la saison dernière. Ils ont aussi battu le record de buts marqués avec 106 buts et de victoires en une saison avec 32. Score que fera aussi Liverpool la saison dernière. C'est marrant aussi cette lutte de records. Avant 2018, beaucoup de records étaient détenus par Chelsea ou United. Et depuis la saison à 100 points de City, Liverpool et City se battent coup sur coup sur tous les records et les raflent tous. Et dans plusieurs, ils sont à égalité. Ça devient un peu le match de football ultime entre ces deux monstres. Je nuancerai en disant que City a eu chaud. Vraiment, ils ont eu chaud. S'ils avaient vraiment été privés de Ligue des Champions pendant 2 ans, je ne sais pas comment le club aurait évolué, mais ça n'annonçait rien de bon, ça c'est sûr. Les deux équipes laisseront un fort héritage pour la deuxième moitié de la décennie, mais hormis le titre de 2012 de City, j'ai à titre personnel aucun souvenir très marquant de City et de Liverpool avant les arrivées de Pep et Klopp. Chelsea, eux, c'est un peu l'inverse. Alors, ils ont peu d'événements très marquants, donc évidemment il y a la Ligue des Champions, peut-être la fin de saison 2009-2010 sous Ancelotti, où pas mal de records justement avaient établi cette saison-là, mais après ils ont pas mal de petits événements dont on va se rappeler sur toute la décennie. Je pense au retour de Mourinho, le Chelsea de Conte qui a influencé toute la première ligue. D'ailleurs, Conte, Guardiola et Klopp arrivent tous les trois en même temps, enfin font leur première saison complète parce que Klopp est arrivé quelques mois avant en même temps, et c'est Conte du coup qui a gagné son duel en finissant champion et haut la main. Et on peut noter aussi que depuis, Chelsea a connu 2 autres coachs et va peut-être en connaître un 3e très bientôt, ce qui montre le bordel qu'est ce club. Ensuite, le retour de Lampard à Chelsea, que je considère aussi comme un élément marquant, une légende du club qui vient entraîner alors que son expérience de coach est très faible, peu à l'image d'un Zidane. Globalement, en termes d'héritage, je mets Chelsea bien en dessous des 2 autres, il n'y a pas photo. L'image qu'on gardera de Chelsea des années 10, c'est une équipe brouillonne qui gagne beaucoup de titres, mais un peu toujours de mais comment ils font, c'est un projet brouillon, il n'y a pas de vision à long terme et qui aura eu autant de succès que de problèmes, donc voilà. Contrairement aux 2 autres clubs où j'ai l'impression qu'on passera leur début de décennie et qu'on se concentrera vraiment sur leur parcours depuis 2016. Liverpool aussi et City aussi ont été souvent nommés dans les tops équipes mondiales. Liverpool est depuis 2 ans considéré comme la meilleure équipe du monde avec le Bayern. City en embuscade juste derrière. City à un moment c'était l'une des meilleures équipes du monde également. Alors Chelsea, depuis le début de la décennie, elle ne fait plus partie de ces meilleures équipes du monde comme elle pouvait l'être fin des années 2000. Chelsea aujourd'hui c'est une équipe un peu en dessous avec des United, l'Atlético, Dortmund, ce genre de club. L'Inter, tout ça. Je mets donc Liverpool en premier sur le plan de l'héritage, City second et Chelsea loin derrière. Finissons par les faits marquants de chaque club, des matchs ou des exploits dont on se souviendra longtemps. Étant supporter de Chelsea, je me suis chargé de cela évidemment, mais pour ceux des autres clubs, ce sont des supporters des 2 clubs qui m'ont aiguillé, alors merci à Amran et à Sheikh pour leur aide, et commençons par ceux de Chelsea. Je commence avec ce 8-0 face à Wigan, victoire qui permet à Chelsea d'emporter le titre et de battre le record de buts inscrits sur une saison, et avec son triplé, Drogba atteint les 29 buts en première ligue et est le meilleur buteur de la saison. Évidemment, il y a le parcours de Ligue des Champions en 2012, la remontada à Naples, le match retour face au Barça, dont on parlera certainement dans une vidéo parce que ce match, incroyable, la finale face au Bayern, tout était incroyable et tellement pas mérité, c'est fou. Le 8-0 face à Aston Villa en 2012-2013, je le mets aussi parce qu'un 8-0 c'est jamais anodin, et ce match sortait de nulle part. Chelsea sortait de 9 matchs avec une seule victoire sur les 9 derniers matchs, une équipe plutôt morose à ce moment-là, et d'un coup un 8-0, on sait pas d'où ça sort, et un 8-0 c'est toujours marquant, donc je le mets. Le quart de finale retour contre le PSG et le but de Dembaba en fin de match, et la même saison il y a aussi ce 6-0 face à Arsenal, pour le 1000e match d'Arsène Wenger sous les couleurs d'Arsenal, magique. Je mets ensuite le 2-2 face à Tottenham en 2016 qui offre le titre à Leicester avec ce magnifique but d'Hazard. La victoire 3-1 à Manchester City lors de la saison de Conte, pareil un match parfait, tout nous sourit à ce moment-là, ça me manque. Et ce match était une copie parfaite, un plan de jeu bloc bas et des contre-attaques tellement bien menées, incroyable. La défaite 6-0 contre
contre Manchester City avec Maurice Sarri, hein. Et l'année dernière, le match face à l'Ajax, le 4-4, incroyable. J'ai tellement eu d'émotions devant ce match, c'était vraiment indescriptible. Pour Liverpool, on a bien sûr le quadruplé de Suarez face à Norwich, mais c'est même pas le fait le plus marquant de cette saison-là, parce qu'évidemment, il y a le match face à Chelsea et la glissade de Tonton Gérrard qui va offrir le titre à City. D'ailleurs, Chelsea qui offre le titre à Leicester, qui offre le titre à City cette saison-là et qui offre le titre à Liverpool la saison dernière, même si évidemment l'année dernière ils allaient le gagner quoi qu'il arrive, mais en gagnant à City, ils ont permis à Liverpool d'être champion dès le soir du match de Chelsea City, donc voilà, c'est plutôt marrant. Ensuite, la demi-finale retour de Ligue Europa face à Dortmund, là aussi un match au scénario totalement fou, une victoire 4-3 de Liverpool, fin de compte, pourtant mené 3-1 jusqu'à la 65e. Alors oui, aujourd'hui, on peut avoir 3 buts à la 88e et se faire remonter, mais à cette époque-là, c'était quand même bien plus rare. Je mettrai ensuite la victoire 3-0 en Ligue des Champions contre City, victoire pliée en 30 minutes sur le match aller. À ce moment-là, ils étaient déjà qualifiés. Et malheureusement, pour eux, plusieurs matchs plus tard, arrive la défaite contre le Real Madrid en finale de Ligue des Champions, avec le meilleur match de Karius sous les couleurs de Liverpool, ça c'est sûr. Parlons ensuite de cette victoire dans le derby de la Mersey, avec ce but à la 96e de Origi sur une erreur incompréhensible de Pickford. Cette équipe a quand même eu, sur ces 2 saisons dernières, énormément de chance, faudra en parler un jour aussi. La remontada face au Barça avec ce corner de Alexander-Arnold et ce raté de Dembélé à l'aller, ils ont dû s'en mordre les doigts. Et cette saison-là, il y a aussi cette écrasante victoire 5-1 face à Arsenal et cette victoire évidemment en finale de Ligue des Champions contre les Spurs. Et je finirai par la défaite 7-2 face à Aston Villa cette saison. C'est improbable et c'est pourtant bien réel. Donc oui, 7-2 contre Aston Villa avec un but de Barkley en plus. Alors pour City, évidemment, on commence par la saison du titre et ce 6-1 face à United. J'ai vraiment l'impression que c'est ce match qui a déterminé le tournant entre quelle est les meilleures équipes de Manchester, entre les deux. Événement le plus marquant de la décennie pour City, c'est évidemment ce match fou contre QPR, contraint de gagner pour remporter son premier titre. Ils sont pourtant menés 2-1 à la 90e. Et avant que Dzeko et évidemment viennent marquer et offrir un titre au club de Manchester sous le nez de leurs rivaux absolus, les Red Devils. Ensuite, j'englobe toutes les victoires 6-0 de City sur la décennie, je peux même rajouter les 5-0, les 6-1, les 5-1. Il y en a tellement qu'à part celle contre Chelsea sous Sarri, je ne me souviens même plus d'aucune, alors que je sais qu'il y en a, il doit y avoir une dizaine, facile. En tant que Français, je place aussi le quart de finale retour contre le PSG, bien plus marquant pour le 3-5-2 du PSG, mais c'était marquant quand même. Le 6-6 sur l'aller-retour avec la défaite face à Monaco en quart de finale de Ligue des Champions, non en 8ème, un match très marquant au vu de son scénario fou et de ce bijou de but de Falcao. La victoire face à Liverpool en 2017-2018, clair net sans bavure, qu'ils enchaînent d'ailleurs par des victoires 6-0 et 5-0 contre Watford, et je ne sais plus qui après. Et avant de placer un petit 7-2 contre Stoke City, 2 matchs après. L'élimination face aux Spurs en Ligue des Champions, avec ce but refusé de Sterling à la dernière minute avec la VAR, incroyable aussi. Généralement, les éliminations de City nous offrent des spectacles plutôt époustouflants. Cette saison, là, évidemment, il y a aussi la victoire de... Donc 6-0 contre Chelsea, on y revient avec le triplé d'Aguero, l'élimination face à l'OL lors du Final 8. Il y a aussi cette fin de saison dernière où ils gagnent au moins 4-0 sur 6 de leurs 9 derniers matchs de la saison. Il y a leur saison du dernier titre où ils étaient un moment à 10 points de retard de Liverpool et ils ont quand même fini par gagner le titre, c'était plutôt bien joué aussi. Et j'ajoute cette saison la défaite 5-2 face à Leicester. J'ai rarement vu le City de Guardiola autant se faire dominer et perdre pied lors d'un match de Première Ligue. Et petit bonus de fait marquant pour City, je mettrai quand même le fait qu'ils aient attiré Guardiola. C'est un bel exploit en soi parce que je suis à peu près sûr qu'à ce moment-là, tous les clubs du monde le voulaient. Donc c'est difficile de hiérarchiser ces événements et déterminer quelle équipe a eu le plus de moments marquants lors de la décennie, mais en essayant d'être le plus objectif possible, je dirais City en premier, ensuite Chelsea et Liverpool en troisième, car ils pêchent vraiment de moments marquants avant 2014. Donc voilà, nous y sommes, on a passé en revue ces 3 équipes sur la décennie et il faut maintenant déterminer quelle est l'équipe la plus marquante. Alors déjà, je vais déterminer ça par un système de points. À chaque partie, le premier prend 1 point, le deuxième 2 et le troisième 3. Et l'équipe qui a le moins de points gagne. Ce résultat est donc totalement aléatoire, tout vient de moi et j'accorde la même importance à chaque catégorie, alors que dans les faits, dans 100 ans, on retiendra plus le palmarès que les joueurs qui ont évolué dans le club par exemple. Mais si je commençais à déterminer un coefficient d'importance à chaque catégorie, je m'en sortais pas.
En plus de ça, ça aurait pas été plus objectif non plus, puisque ce serait moi-même qui déterminerait les coefficients. Donc c'est moi-même qui déterminerait l'importance de chaque catégorie. Donc au final, ça reviendrait au même. Selon ces résultats-là que j'ai obtenus durant cette vidéo, l'équipe la moins marquante des trois, c'est Manchester City, et oui, avec 13 points. Donc comme quoi c'est un peu bête aussi, hein, parce que ils ont eu les faits les plus marquants, mais c'est l'équipe la moins marquante. Bon, ils le payent par le fait de n'avoir remporté qu'une seule catégorie sur les 6. Et Liverpool et Chelsea arrivent égalité avec 11 points. Ça pourrait m'arranger, je pourrais dire allez hop, nickel, je quitte cette vidéo sur un match nul. Mais allons un peu plus loin. Et je vais essayer de déterminer vraiment quelle est l'équipe la plus marquante. Et je vais dire pourquoi je pense que Chelsea, et oui, sur l'ensemble de la décennie, a pour moi un peu plus marqué le monde du football que Liverpool. Donc Chelsea gagne le palmarès, a les meilleurs parcours européens et se partage avec Liverpool les meilleurs joueurs. De son côté, Liverpool, eux, ont gagné les catégories du jeu et de l'héritage. Or, si on voit un peu plus loin, le jeu et l'héritage va rester 5, 10, peut-être 15 ans. Mais le football change continuellement et quand on voit que les principes de jeu évoluent de plus en plus vite, cette mode du gegenpressing ne restera peut-être pas si longtemps que ça. Et aujourd'hui, à chaud, on a envie de dire que oui, cette équipe de Liverpool est parfaite et qu'elle restera. Et si elle continue comme ça et que Liverpool domine le football pendant les minimum 4-5 prochaines années, la décennie des années 2020 sera pour eux sans aucun doute. Mais sur cette décennie passée, au vu de cette égalité, je place Chelsea légèrement devant pour son palmarès et ses parcours européens qui ont été plus importants et qu'on va plus retenir dans le long terme. Alors c'est un peu de la triche aussi, hein, parce que ces deux catégories se ressemblent, mais de toute façon c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Donc voilà, je place Chelsea comme étant l'équipe anglaise la plus marquante de la décennie, suivie de très peu par Liverpool, elle-même suivie de très peu par Manchester City. Encore une fois, même si j'essaye d'être le plus objectif possible dans cette vidéo, la vidéo reste à 99,9% subjective. Ces trois équipes méritent toutes les trois d'être les équipes les plus marquantes de la décennie. De toute façon, si je les ai prises, c'est qu'elles les méritaient toutes les trois. Et bien malin est celui qui peut affirmer de façon définitive qui gagne ce duel. Et même si toi tu veux placer Leicester pour leur exploit 2016, ça s'argumente bien sûr. Si tu veux mettre Manchester United parce que Pogba et Lingard ont dabé et que Bruno a mis 18 pénaltys en une seule saison, ça s'argumente. Si tu veux mettre Tottenham parce que Mourinho a battu 2 fois City avec exactement le même plan de jeu, exactement la même chance sur les 2 fois où ça s'est passé, ça s'argumente aussi. Si tu veux mettre Arsenal parce qu'ils ont perdu sur un score de tennis contre toutes les équipes du top 6 durant la décennie, ça s'argumente aussi. Bref, de toute façon, on peut un peu mettre qui on veut tant qu'on l'argumente. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je mets donc, encore une fois, Chelsea, hein, je tiens à le préciser, Chelsea est l'équipe anglaise la plus marquante de la décennie. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!